Voilà, rebonjour à tous. Donc, il me revient très rapidement d'accueillir et de remercier Pascal Canfin, qui va intervenir donc maintenant comme keynote speaker pour conclure les travaux de cette matinée. L'AMF avait trois bonnes raisons d'inviter Pascal Canfin pour vous parler de la finance durable. D'abord, c'est un excellent pédagogue. C'est normal, il a été journaliste au début de sa vie professionnelle. Ensuite, c'est un responsable politique à la fois européen et français. Il a été membre du Parlement européen et en plus, il a été à la commission Econ, donc il s'y connaît en droit des marchés financiers. Il a été aussi responsable politique français, bien sûr, puisqu'il a été ministre délégué au développement en 2012 et 2013. Troisième raison pour l'inviter, c'est un grand responsable associatif, puisqu'il est directeur général de WWF France depuis quelques années. Il s'agit d'une grande association de protection de l'environnement. Pascal Canfin, vous avez en face de vous 700 responsables de la conformité de toutes les banques, sociétés de gestion ou entreprises d'investissement de France. Il vous appartient de les convaincre de l'intérêt du développement de la finance durable. Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, pour le défi que vous venez de me lancer. Je suis déjà très flatté d'avoir été invité à cette réunion de façon à ce qu'on puisse matérialiser un échange entre le WWF et l'autorité des marchés financiers. J'ai travaillé dans les vies antérieures que vous avez rappelées, notamment à Bruxelles, au sein de la commission Econ, sur des textes sur lesquels l'AMF était particulièrement engagée, vigilante et dans une logique tout à fait positive à mes yeux. Depuis le WWF et l'AMF et les équivalents européens continuent de travailler ensemble. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir aujourd'hui échanger sur la vision qui est la nôtre et qui est en partie la vôtre du développement actuel de la finance verte et au-delà de la finance verte, tout simplement du changement des règles du jeu sur les marchés financiers. C'est le premier point que je voulais partager avec vous. On n'est pas du tout, ni vous ni nous, dans une logique de construction d'une niche de marché. Certes, il y a des produits verts, par exemple les green bonds, des fonds qui peuvent être plus ou moins ceci ou plus ou moins cela, mais ça, c'est la niche de marché qui peut faire 0,1%, 1%, 2%, 5%. C'est nécessaire, mais en aucun cas, ça n'est suffisant. Et ce sur quoi nous mettons l'accent aujourd'hui, ça n'est pas le développement d'une niche de marché verte dans un océan qui serait marron ou noir, qui serait en tous les cas insoutenable sur le plan climatique, par exemple, mais au contraire sur la transformation progressive de l'ensemble des règles du jeu des marchés financiers, de façon à ajuster progressivement ces règles du jeu à un nouvel enjeu qui était très largement extérieur, c'était une sorte d'externalité largement invisible, et elle est en train de rentrer, d'être internalisée progressivement par les différents acteurs, et c'est ce processus qui est en cours. Évidemment, on pourra toujours juger qu'il est insuffisant, qu'il ne va pas assez vite, et on est les premiers à essayer de faire en sorte qu'il aille plus vite, mais ayant été de la partie dès 2009, après la crise financière que nous avons tous connue, je mesure déjà le chemin qui a été parcouru. Et je mesure le fait que les textes qui sont en cours de négociation au niveau européen en ce moment, et je vais y revenir un peu plus dans le détail dans un instant, étaient, je pense, inimaginables il y a encore 4 ans ou 5 ans. D'une part parce qu'il y avait d'autres priorités après la crise financière et parce qu'il n'y avait pas eu la COP21 et parce que tout simplement le dérèglement climatique est en train de produire ses premières conséquences et beaucoup d'acteurs économiques, beaucoup d'acteurs politiques, pas tous, ça ne m'a pas échappé, sont en train de se dire, bon, voilà, c'est plus une lubie, c'est plus pour après-demain, c'est plus pour les générations futures, c'est maintenant et c'est concret. Et donc, si c'est maintenant et c'est concret, il faut l'analyser, il faut le capturer, il faut le mesurer et il faut l'avoir dans le radar.
C'est pour ça que moi, je me suis beaucoup impliqué, le WWF également, puisque je le faisais au nom de l'ensemble des WWF européens, dans un groupe de travail qui s'appelait le HLEG, le High Level Expert Group on Sustainable Finance, qui a été mis en place par la Commission l'année dernière et qui, enfin en 2017 plutôt, qui a rendu ses travaux janvier 2018. Et ces travaux ont débouché sur le plan d'action finance durable de la Commission européenne, que vous connaissez peut-être, dès mars 2018. Donc c'est rare qu'un groupe de travail remette des recommandations qui, 2 mois après, sont traduites en plan d'action. Ce plan d'action comprenant des actions non législatives, mais aussi, c'est l'essentiel bien évidemment, des actions législatives pour changer ces fameuses règles du jeu sur les marchés européens. Et depuis mars 2018, nous sommes donc quasiment 1 an plus tard, eh bien, texte après texte, les choses avancent. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ces textes qui sont en négociation. On m'a dit que vous en aviez parlé un petit peu ce matin. Je vous invite à les regarder de près parce que lorsqu'on les agrège, eh bien, ça commence à faire système. On parle du devoir fiduciaire, on parle des réglementations sur les capitaux bancaires, on parle des obligations de transparence des émetteurs, on parle des obligations de transparence des benchmarks, des indices. Quand on agrège tout ça, et là je ne parle que de ce qui est en cours et pas de ce qui est encore à venir, on voit bien que peu d'espace à l'intérieur des différentes catégories d'acteurs qui font fonctionner les marchés financiers échappent à ce qui est en train de se passer. Je dirais qu'il y en a un qui, pour l'instant, reste à mes yeux un peu trop en dehors du jeu, c'est la question des normes comptables, puisque si on veut de la conformité in fine, il faut de la comptabilité, mais c'est un sujet que je ne vais pas ouvrir maintenant. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vais donner quelques exemples. En ce moment même, à Bruxelles, est en train de se négocier en trilogue, donc entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, le fait de faire en sorte que tous les indices boursiers soient dans l'obligation de révéler le scénario climatique sous-jacent du portefeuille d'investissement. En gros, lorsque vous investissez dans un fonds qui réplique tel ou tel indice, quel monde vous achetez quand vous êtes acheteur, ou dans quel monde vous investissez? Aujourd'hui, très peu de gens, 1, se posaient la question, et 2, encore moins, avaient la réponse. C'est en train de devenir quelque chose qui a émergé, puisqu'on est capable de le faire pour quelques acteurs, quelques indices, mais la position finale qui est en train de se dessiner, je ne peux pas faire de pari sur l'avenir législatif dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, mais enfin ce qui est en train de se dessiner, ce n'est pas de dire, comme l'avait proposé à un moment donné la Commission, ce qui n'était pas les propositions du groupe de travail, de dire quelques indices verts doivent le faire. Non, ça c'est la niche de marché, c'est sympathique, mais on sait bien que ce n'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est que l'ensemble des indices le fassent. Et là, c'est la position qui, de nouveau, est en train de se dessiner dans les prochains jours. Si on atterrit bien là-dessus, pour vous donner ce seul exemple, vous voyez bien que c'est un travail méthodologique important, mais qui va donner une information disponible à l'ensemble des acteurs du marché fondamentale. Puisque aujourd'hui, et c'est le biais anti-climat naturel, je dirais, des marchés financiers, c'est que l'économie cotée, qui est celle que vous regardez, c'est une économie très intensive en carbone, beaucoup plus intensive que la moyenne de l'économie. Pour une raison assez simple qui s'explique, c'est que tous les secteurs les plus intensifs en carbone sont cotés, le pétrole, le gaz, la métallurgie, les sidérurgies, les aciéries, etc., la cimenterie. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Saudi Aramco n'est pas coté, Gazprom n'est pas coté, mais dans cet univers-là, beaucoup de grands acteurs sont cotés. Inversement, dans les secteurs très peu émetteurs, la culture, l'éducation, la santé, on a beaucoup, quels que soient les modèles nationaux, on a globalement une économie très peu cotée, souvent sous forme de services publics, donc qui ne sera très probablement jamais cotée. Donc on a bien un écart entre l'économie très carbonée des marchés financiers et la moyenne de l'économie. Ce qui fait que quand vous investissez dans l'économie cotée, vous investissez dans une économie, puisque les calculs commencent à être faits, le MSCI classique, World, c'est un monde à 5 degrés de réchauffement climatique. Donc je redis cette phrase, lorsque un investisseur achète
un produit standard basé sur le MSCI World, il achète de fait un monde à 5 degrés de réchauffement climatique. Si on ne veut pas d'un monde à 5 degrés de réchauffement climatique, alors il y a plein de choses à faire, en dehors des marchés financiers et en dehors des règles du jeu de la finance, bien évidemment, le prix du carbone, dans l'actualité, il le restera, des règles du jeu différentes sur les carburants, etc., etc., des choses qui n'ont pas grand-chose à voir stricto sensu avec votre métier au quotidien, mais il y a aussi un enjeu à faire en sorte que les règles du jeu des marchés financiers changent, puisqu'il y aurait une bizarrerie à ce que ce seul secteur soit exempté de cette transformation d'ensemble. Donc c'est en train d'arriver et je pense qu'il faut mesurer, nous-mêmes, WWF, on mesure toujours ce qu'il faut gagner demain, mais parfois il faut aussi se retourner sur ce qu'on a déjà transformé et c'est important. Le seul exemple que je viens de vous donner était un non-sujet total, je pense, il y a encore 2 ans. Personne n'était capable de répondre à cette question. Quel est le monde que j'achète quand j'achète un MSCI ou quand j'achète le CAC ou quand j'achète un fonds commercialisé par X ou Y. Demain, non seulement ce sera possible, mais voire même, si les négociations vont au bout, ce sera obligatoire. Ce qui permettra aux émetteurs, aux investisseurs, à la société civile, aux clients finaux, d'avoir une information fondamentale. Puisque lorsque l'on pose la question, nous, WWF, aux Français, en disant « Est-ce que vous souhaitez que votre épargne finance un monde à 2 degrés ou est-ce que vous souhaitez qu'elle finance un monde à 5 degrés ?» Vous avez évidemment une réponse assez large pour dire « On souhaite qu'elle finance un monde à 2 degrés ». Si on pose la question « Est-ce que vous avez l'information aujourd'hui selon laquelle, quel est le scénario climatique de vos investissements en tant qu'épargnant ?» Alors là, on a une autre réponse évidente qui est 95% des gens l'ignorent. Et on a fait le test avec des bénévoles du WWF sur l'article 173, le fameux article de la loi de transition que vous connaissez bien, dont on est en partie à l'origine, en disant, ça fait quelques années qu'on a regardé le champ des assureurs, que les assureurs français sont obligés de rendre des comptes sur le sujet. Et on s'est aperçu, en faisant travailler nos bénévoles, en leur disant, vous êtes un épargnant, hein, vous êtes bénévole du WWF et vous êtes aussi épargnant, faites l'exercice. Allez voir sur le site internet, dans les différents rapports, appelez votre agence pour obtenir la réponse à la question de l'article 173, c'est-à-dire comment celui qui gère mon épargne prend en compte le risque climatique. Et on est arrivé à la conclusion, assez évidente quelque part, mais encore fallait-il la matérialiser, que dans les 3/4 des cas à peu près, l'information n'était soit pas disponible, soit pas compréhensible. Et quand elle était disponible, il fallait vraiment aller la chercher très très loin. Donc notre message vis-à-vis des acteurs français et vis-à-vis du gouvernement, puisque l'article 173 doit faire l'objet d'une évaluation, c'est que, évidemment, on se réjouit tous de cet article, mais encore faut-il qu'il serve dans la vraie vie. Donc, première chose à faire en sorte que cette information soit non seulement disponible d'un point de vue théorique, quelque part sur le site Internet, mais mise en avant et réellement accessible. Et puis le deuxième élément, c'est qu'elle soit compréhensible. Et là, on a un outil qui a été développé et rendu public par 2 assureurs français. Et je pense que c'est important de le souligner, c'est AG2R La Mondiale et Cardif. Et d'autres l'ont fait, mais ne l'ont pas rendu public. C'est de faire cet exercice que j'évoquais pour les indices, c'est-à-dire quel est le scénario climatique sous-jacent de mes investissements de l'assureur Cardif, de l'assureur AG2R. Résultat des courses, ces 2-là ont publié le monde qu'ils finançaient, avec un objectif qui est de le ramener progressivement vers les 2 degrés. Et on voit bien qu'avec cet outil, on a, je pense, une des clés du problème. Puisque l'enjeu, c'est de jouer sur l'ensemble des secteurs, pas juste quelques secteurs ou des produits marginaux, c'est l'ensemble du portefeuille, mais c'est d'avoir une vision qui n'est pas les gentils, les méchants, les blancs, les noirs, etc. J'investis, je désinvestis, pas nécessairement, ça peut être le cas, mais pas nécessairement. La question, c'est quel monde je finance. Et dans un monde à 2 degrés, il y a de la place pour l'automobile, il y a de la place pour des énergies fossiles, moins, mais il y en a toujours. Il y a de la place pour des acteurs qui sont émetteurs de CO2. Prenons Saint-Gobain. Saint-Gobain est un grand émetteur de CO2, mais c'est un grand pourvoyeur de solutions pour la transition. Et donc, si je raisonne en bilan carbone de mon indice, ce qui était fait auparavant, ce qui est de moins en moins le cas, c'est-à-dire en gros, ça revient à désinvestir de l'industrie pour acheter des services.
C'est sûr que si je vends Total, je vends Engie, je vends Saint-Gobain et j'achète L'Oréal, j'ai considérablement diminué l'empreinte carbone de mon portefeuille. En quoi j'ai aidé à la transformation vers un monde à 2 degrés? Si on fait l'hypothèse, qui me semble assez raisonnable, que L'Oréal ne va pas demain fournir de la mobilité, de l'énergie, etc., qui sont les sujets émetteurs de CO2, j'ai juste baissé l'intensité carbone de mon portefeuille, je n'ai rien fait de spécial. En revanche, si j'ai construit une méthodologie où je vais chercher les acteurs qui apportent des solutions et que je discute avec ces acteurs pour dire quel est votre alignement progressif de votre stratégie d'entreprise vers les 2 degrés. Même si vous êtes formellement un émetteur important parce que vous apportez des solutions au système, c'est le cas de Saint-Gobain avec l'isolation des bâtiments pour prendre un exemple très simple, alors vous avez réellement travaillé sur une logique de trajectoire de solution, donc de réduction des émissions de CO2, là où ça se passe pour de vrai. Et cette logique-là est en train d'arriver à travers, d'une part, les indices, je l'évoquais, à travers le fait que l'article 173 commence à produire ses effets et, je l'espère, sera transformé très rapidement au niveau européen, ça fait partie des discussions en cours, vous le savez, pour aller vers quelque chose qui permette, comme Cardiff et comme AG2R l'ont fait, d'être transparents sur leur degré de non-alignement avec la trajectoire des 2 degrés et ensuite leur stratégie pour arriver vers l'alignement, puisque ça ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. Aujourd'hui, très peu d'acteurs financiers ont un portefeuille aligné avec le respect des 2 degrés de l'accord de Paris. C'est normal, puisque l'économie elle-même ne l'est pas. Donc, on peut avoir des biais dans une certaine mesure, on ne peut pas non plus être complètement décalé. Donc, il faut progressivement faire orienter l'ensemble de l'économie, en l'occurrence côté. Et puis, avoir des stratégies qui réajustent à la marge. Et si on fait les deux, alors on a une chance d'avoir d'abord un indice et un produit qui progressivement s'aligne vers les 2 degrés et une stratégie d'ensemble qui tire l'économie vers un alignement de degrés, ce qui est évidemment notre objectif à nous en tant que WWF et un objectif croissant des régulateurs et des superviseurs parce qu'ils ont bien compris, et c'est une grande nouveauté depuis 2-3 ans, et le fameux discours fondateur de McCartney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, de dire qu'il y a des risques systémiques associés à un monde à 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés de réchauffement climatique. Et donc, on ne peut plus rester aveugle face à ces risques. Et donc, on les capture, on les intègre. Donc, le premier enjeu, c'est celui-là, c'est ce que je viens d'évoquer, construire la grammaire qui permet progressivement au marché d'intégrer cette information. Et on est en train d'y arriver. Puis, le deuxième enjeu, c'est de transformer progressivement les règles du jeu au-delà de la transparence. La transparence est fondamentale. Si vous n'avez pas l'information, vous n'avez aucune chance de bien gérer votre risque. Donc, je pense qu'on peut dire, et c'est utile quand on discute au niveau européen avec certains pays, on peut dire que ça fait partie de l'amélioration du fonctionnement des marchés financiers, même si ce n'est pas notre objectif au WWF, c'est le vôtre à l'AMF. Et donc, on se rejoint de dire que mieux capturer le risque climat, mieux savoir si tel investisseur, tel indice finance un monde à 2, 3, 4, 5 degrés, ça va dans le bon sens, du fonctionnement des marchés financiers. Et ça permet, quand on agrège tout ça, ça permet finalement de savoir si oui ou non c'est un risque systémique. Et là, j'en viens à la deuxième catégorie. À côté de la transparence qui progresse sur tous les sujets que je viens d'évoquer, il y a la gestion du risque. Cette gestion du risque, là, pour le coup, ça fait partie de vos métiers de base de savoir, les acteurs financiers, comment ils gèrent leurs risques. Et vous n'êtes pas les seuls sur ce créneau-là, sur cet enjeu-là, mais vous en faites partie. Et là aussi, je pense qu'on peut dire que ça progresse, pas encore assez vite, mais ça progresse, dans la façon dont l'ensemble des acteurs, sur la base des informations qui deviennent disponibles, sont capables de créer des stratégies pour capturer et ensuite réduire leur exposition au risque climat. Et c'est tout le travail qui est fait en ce moment par un réseau d'acteurs très importants, les banquiers centraux, donc le réseau qui vise le verdissement du système financier, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France et qui nous a demandé récemment, au WWF, d'être une partie prenante pour échanger avec cette trentaine, je crois, de banquiers de banques centrales qui considèrent que maintenant, ça fait partie de leur mandat que de regarder ce risque et donc de poser des questions
d'obtenir les infos, de les agréger, de les rendre publiques, etc., etc. Et donc c'est votre mécanique, c'est votre métier, je dirais, historique, qui est en train d'intégrer les enjeux de soutenabilité, tout simplement parce que la vraie vie, le monde réel, est en train de subir les premiers chocs liés à la soutenabilité, et donc c'est normal que vous soyez aussi en train progressivement de le faire. Et puis il y a, je dirais, l'étape encore d'après. L'étape d'après, c'est toujours d'être un tout petit peu en avance sur son temps. Je reviens sur la règle, la théorie du changement. Quelle est la théorie du changement dans cette affaire ? C'est important que les régulateurs se saisissent, que les règles du jeu changent, évidemment. Mais connaissant la façon dont le système politico-institutionnel fonctionne en France ou en Europe, je sais qu'on commence par se dire « ça n'est pas possible ». Soit c'est trop cher, soit on n'a pas l'information, soit c'est pas nécessaire, soit c'est pas prouvé, soit etc. Toujours une bonne raison de ne rien faire par construction. Et donc il faut des leaders qui acceptent de bouger la ligne. Et si on a un article 173 en France aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a eu, à un moment donné, un acteur financier, en l'occurrence Henri Decastre, qui a dit « mais moi, un monde à 5 degrés ou 4 degrés, c'est un monde qui n'est pas assurable. Mon métier, c'est d'assurer. Donc, je veux contribuer à faire en sorte que le monde à 4 ou 5 degrés n'arrive pas. » Et ce qu'on me demande de faire modestement, c'est de faire le reporting et de rendre des comptes sur ma fameuse trajectoire carbone ou le scénario climatique qui est sous-jacent à mon activité. Et c'est parce qu'il a dit non seulement je peux le faire, mais je vais le faire, et d'ailleurs AXA l'a fait, mais je souligne, ne l'a pas encore publié, et on les pousse et on les incite fortement à le faire l'année prochaine, que tout d'un coup c'est devenu possible, puisqu'un acteur du marché le disait. Et c'est comme ça qu'on a l'article 173 en France. Je donne un autre exemple. Si aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs se posent la question de savoir si c'est possible d'aligner la stratégie d'une entreprise sur les 2 degrés, et qu'est-ce que ça veut dire? Et quand j'agrège toutes ces stratégies alignées ou non vers les 2 degrés, je suis donc capable d'avoir des indices et donc un scénario climatique, et j'ai construit toute ma grammaire, j'ai besoin que les émetteurs me donnent l'information, parce que sinon, c'est sorti de nulle part. Pour que les émetteurs aient l'information, il faut qu'ils eux-mêmes travaillent chez eux. Et là, on a aussi des leaders. On a 150 entreprises dans le monde qui, depuis que l'initiative Science Based Target a commencé, c'est-à-dire en 2014, soit juste avant la COP21, dans l'élan vers la COP21, eh bien aujourd'hui, 4 ans plus tard, on a 150 entreprises dont la trajectoire d'émissions alignée avec l'accord de Paris est validée par 4 institutions, dont le WWF au niveau mondial. On en a, au-delà des 150, on en a 350 qui sont en train de mouliner les modèles et d'aligner les stratégies, et on en a 800 en plus qui disent que dans les 2 ans, ils vont le faire. 1300 émetteurs. Et on commence à avoir, c'est en train d'arriver, c'est dans la discussion européenne en ce moment, Amundi, je crois, vient de lancer un fonds avec 700 émetteurs dont l'univers d'investissement est le fait d'aligner sa trajectoire avec les 2 degrés. C'était impossible il y a encore 3 ans parce que nous n'avions pas ce vivier, suffisamment d'acteurs, suffisamment d'émetteurs. Mais pour en avoir, donc si je reprends les chiffres dont je dispose, 500 validés ou en cours et 800 qui envisagent de le faire dans les 2 ans, ça fait donc 1300. Pour en avoir 1300 dans 2 ans, ben, il fallait en avoir 5, puis 10, puis 20, puis 40, puis 50, puis 200. Et c'est ça notre théorie du changement au VVF, c'est que c'est en ayant ce leadership sur les bons outils que finalement on est capable de faire concrètement de mettre les mains dans le cambouis, parce que ce n'est pas si facile que ça, de répondre aux questions qui se posent et ensuite de pouvoir généraliser ces changements. Et on est à ce moment-là de l'histoire où, encore une fois, il y a 5 ans, tout ce que je viens de vous dire n'existait pas. Rien de ce que je viens de vous dire n'était en place il y a 5 ans. Ni du côté des indices, ni du côté des émetteurs, ni du côté de l'article 173, ni le plan d'action de la Commission, etc., etc. 5 ans plus tard, ou 4 ans plus tard, on n'est pas du tout au bout du chemin. Je ne pêche pas par excès d'optimisme. Je sais que ce sera compliqué, la lutte contre le dérèglement climatique. On pourra en parler pendant très longtemps. Néanmoins, en 4 ans, beaucoup de choses ont été faites. Et là, maintenant, ça rentre, je dirais, dans la vraie vie des émetteurs,
à qui les investisseurs demandent réellement « mais quel est ton plan d'alignement de degrés ?» Et là, ça devient sérieux. Ce n'est plus pour un sujet pour l'équipe développement durable, hein. C'est un sujet pour la direction financière, pour la direction générale, parce que c'est une coalition d'investisseurs qui me le demande. Et puis encore mieux qu'une coalition d'investisseurs, c'est parce que le régulateur me le demande, c'est parce que l'AMF me le demande. On regarde la conformité avec la mise en œuvre de l'article 73, vous l'avez fait, vous le referez, et bravo pour ça. C'est parce que les banquiers centraux commencent à regarder. Et là, une entreprise ou un investisseur, un gestionnaire d'actifs se dit « Ouh là là, si ça commence à venir d'un peu partout, je n'ai pas le choix, il faut que je bouge ». Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Et moi, je me réjouis de cette dynamique et je sais, pour l'avoir vécu, ce sera ma conclusion, pour l'avoir vécu au Parlement européen dans une vie antérieure, je sais à quel point vous, à l'AMF, vous avez la possibilité d'influer là-dessus. Ne sous-estimez pas votre capacité d'influence, à la fois, bien évidemment, dans ce que vous faites, concrètement, dans les métiers, dans les rapports que vous rendez, dans ce que vous regardez, et dans le caractère rigoureux de ce que vous faites, puisqu'on est sur du droit. On l'évoquait avec Monsieur le secrétaire général à l'instant, on est sur du droit qui émerge mais qui n'est pas encore du droit complètement stabilisé, très peu de track record, pas forcément de jurisprudence, etc., etc. Donc votre rôle est fondamental pour fixer les règles davantage en détail et pour que le cadre soit à la fois praticable. Il ne s'agit pas d'avoir un cadre théorique, certes très ambitieux, mais que personne n'applique. Il s'agit d'un cadre praticable, mais qui va dans la bonne direction et qui tire tout le monde vers le haut. Donc il y a ce que vous faites, et puis à ce que vous dites, puisque vous êtes un acteur extrêmement légitime sur ce sujet, extrêmement légitime. Et donc lorsque vous tirez tout le monde dans cette direction en disant « je regarde, je fais attention, ça m'intéresse, je fais partie d'un club, d'une coalition, j'ai demandé telle information à un tel, etc. » et vous le rendez public, alors vous envoyez un message qui est que peut-être aujourd'hui l'obligation n'est pas encore complètement là, mais le chemin, tout le monde le connaît et vous-même vous êtes en train de le parcourir. Donc quand vous ajoutez tout cela, vous avez vraiment un rôle fondamental et j'espère, je suis convaincu que vous serez au rendez-vous. Je vous remercie beaucoup.